Donc, le premier module, détruire les mythes qui nous nuisent pour que le bonheur ne soit plus une notion théorique inaccessible dans le ici et maintenant. Donc, avant de commencer avec les mythes, je vais vous inviter à remplir le questionnaire du module 1. En fait, vous pourriez remplir tout de suite tous les questionnaires parce que ça va vous permettre d'optimiser les bénéfices de cette formation parce que vous allez avoir passé par une réflexion préalable et une prise de conscience de où vous vous situez, vous, par rapport à ces notions-là, par rapport à la pratique, les aptitudes que je vais vous présenter. Donc, c'est sur une base volontaire, mais si je vous suggère de le faire, c'est parce que je crois que ça peut vraiment optimiser le temps que vous allez mettre sur cette mini-formation. Donc, prenez le temps de remplir le questionnaire et puis revenez pour suivre la formation après. Moi, je ne bouge pas d'ici. Je veux juste m'assurer que vous n'avez pas de difficulté à trouver le questionnaire. Donc, on va regarder ensemble où on peut le trouver. Là, en bas de la présente vidéo, il y a accéder au questionnaire du module 1. Donc, c'est une façon d'y accéder. Vous avez juste à cliquer là-dessus et vous allez avoir le questionnaire qui a 3 pages. Ou sinon, vous pouvez aller dans le menu à gauche, là, vous avez les questionnaires à remplir et vous pouvez cliquer sur le menu questionnaire module 1, celui qui nous intéresse pour l'instant. Et quand vous allez y accéder, je vais vous montrer. Bien là, ça va être marqué questionnaire module 1. Vous allez avoir encore une fois un lien pour le télécharger. Et j'en ai profité pour mettre en bas quelques précisions. Donc, prenez le questionnaire, regardez les questions, puis s'il y a quelque chose de pas clair, bien, vous pouvez vous référer à cette page-là où je donne un petit peu plus de précision, là, comme par exemple dans la partie 1 où on va évaluer la réaction face à un stimuli. Bien, je fais mention des dérivés de certaines émotions. Bien là, dans cette précision-là ici, je vous en donne des exemples, comme des dérivés de la colère, bien, ça serait l'impatience, la frustration, l'intolérance, l'irritabilité, l'aigrissement, etc. Donc, vous pourrez vous y référer au besoin. Et là, quand vous téléchargez le questionnaire, bien là, vous avez les 3 pages à remplir ici qui vont être référées là, au fur et à mesure de la mini-formation pour que vous puissiez interpréter les résultats obtenus en fonction de la théorie donnée. Donc, amusez-vous bien. À tantôt. Le premier mythe qu'on va détruire, c'est « Mes émotions et mes sentiments reflètent la situation que je suis en train de vivre ». Ça, c'est vraiment une incompréhension de ce qui est un sentiment et une émotion et ça rend le bonheur expérimenté de façon constante et permanente impossible. C'est incompatible avec ce qui est expérimenté par nos 5 sens, on le verra tantôt. Et là, je vais vous demander pour cette partie-là d'aller consulter la partie 1 du questionnaire. Ici, dans l'image que j'ai choisie, la trame de fond, c'est une journée pluvieuse et on voit qu'on peut complètement être ravi par cette belle journée pluvieuse-là. Oui, ça se peut. Ou complètement déprimé, démoralisé, déçu. Quand je dis oui, ça se peut, c'est que moi, j'ai une amie qui est artiste et qu'elle a toujours trouvé que son potentiel de création était décuplé pendant les journées de pluie. Donc, quand elle a envie de créer puis que c'est un gros soleil, ben elle se met une cassette de bruit de pluie et elle ferme les rideaux et là, elle se lance dans sa création. Donc, oui, il y a vraiment des gens qui aiment la pluie. Moi, je sais que j'aime beaucoup ça parce que je trouve qu'en forêt, d'ailleurs, dans les boisés de la bioferme des Caps, quand je m'y promène, après une pluie, je trouve que les arbres ont vraiment une belle couleur brune, foncée, quasiment noire, et que les verts sont comme un petit peu plus éclairés, plus lumineux. Je trouve que le contraste est tout à fait sublime et splendide. Donc, je trouve que moi, une journée de pluie, ça m'aide à la contemplation, en fait. Donc, oui, j'ai une petite joie quand il pleut. Je ne dis pas que je rejette les journées de soleil, par contre, là. J'aime les deux. Donc, comme on le verra tantôt, c'est un mythe parce qu'effectivement, quand je dis que c'est pas ce qui est expérimenté par nos 5 sens, c'est que ça dépend. Les gens ont tous une réaction différente selon le stimuli extérieur. Et c'est ce que vous avez sûrement pu constater quand vous avez fait remplir le questionnaire ou que vous l'avez rempli pour les personnes. Les 5 personnes n'ont pas nécessairement mis pour chacun des stimuli la même réaction.
en tout cas, ça serait très surprenant. Ça pourrait arriver qu'il y ait la même émotion, la même réaction émotionnelle, le même sentiment, mais vous pourriez préciser au niveau de pourquoi est-ce que la personne, elle est, mettons, joyeuse. Je prends un exemple comme ça. Si je vois quelqu'un tomber, moi, je pourrais marquer « Ah, j'ai de la joie, je trouve ça très drôle. J'ai de la joie. » Puis l'autre personne pourrait dire « Oui, moi aussi, ça me crée de la joie de voir quelqu'un tomber. » Puis là, on irait voir chacun la raison derrière. La première personne, ça pourrait être « Ça me fait rire parce que ça me fait penser à quand moi, je m'étais plantée la semaine passée, comment ça avait été rocambolesque. » Ça avait été rocambolesque. Mon Dieu, j'ai de la misère à dire ce mot-là. Bref, ça me réfère à moi quand j'avais chuté puis que je trouvais ça très drôle. Une autre personne, ça pourrait être « Ah oui, moi j'ai de la joie parce que c'est ma vengeance. Cette personne-là est tellement pas fine avec moi que, ah, bien fait. » Je dis pas que c'est correct de se dire ça, mais ça prouve qu'on pourrait avoir la même émotion, mais pas pour des raisons similaires. Donc, si jamais vous avez une fiche parfaite, là, où tout le monde a dit la même chose, tout le monde est en colère, tout le monde est triste aux mêmes endroits, ben là, poussez un petit peu plus loin le questionnement et vous allez voir que ce ne sera pas nécessairement pour les mêmes raisons. Si jamais c'est les mêmes raisons, même émotion, même sentiment, n'arrêtez pas votre recherche-là. Amusez-vous à aller trouver des gens qui vont penser autrement parce qu'il y en a. On est plus que 8 milliards sur la Terre, donc c'est certain qu'il va y avoir des réactions différentes selon les stimuli. Peut-être que vous êtes tombé dans un groupe où vous avez vraiment les mêmes croyances, les mêmes réactions, mais ça serait plutôt l'exception qui confirme la règle. Et là, je vais me servir du constat pour vous prouver ça. C'est que si les éléments extérieurs avaient le pouvoir d'engendrer des sentiments ou des réactions, ou même des émotions, bien, tout le monde réagirait de la même manière à un même stimuli, ce qui n'est pas le cas. Puis là, j'ai établi une liste là, d'éléments qui sont controversés côté réaction. Hein? Une tarentule, le petit Édouard qui adore les araignées puis qui en a dans son vivarium, puis qui les met sur sa main puis qui est tout impressionné de voir le poil et les yeux et tout, ben lui, il ressent une émotion de joie quand il voit sa tarentule. Alors que ma fille Jeanne, il reste caché en criant dans son garde-robe. Donc, la peur et la joie ne relèvent carrément pas de l'araignée, mais bien de la personne qui contemple cette araignée-là. C'est la même chose avec la tempête de neige. Hein? Le skieur va être très, très, très content de savoir qu'il va pouvoir aller prolonger sa saison de ski, alors que la personne qui n'a pas de souffleuse, qui a mal dans le dos puis qui pèle à la main, risque d'être un peu frustrée de savoir que la neige va encore tomber. Les chiens, c'est la même chose, hein? Selon notre expérience de vie, selon notre passé avec les chiens, ben, peut-être que ça peut créer de la joie, de la peur, du dégoût. Donc, la réaction va dépendre selon l'histoire de l'individu qui est mis face au chien. Aller parler devant un public, hein, le micro, il y en a qui adorent ça, ils en font même un métier. Et j'en connais beaucoup qui veulent rien savoir, que ça juste voir une foule, ils vivent de l'angoisse, un stress. La conduite aussi. Hein, quand on se fait couper là, en voiture, bon, ben, il y a certaines personnes qui perdent leur sang-froid. Puis ça, c'est dommage. Hein? J'ai une amie, elle me racontait qu'elle elle revenait de son cours de méditation, elle était super sereine, elle était comme « Wow, je vais passer une belle soirée, toute relaxe ». Et il y a quelqu'un qui a pas fait attention aux consignes de la route et là, ça l'a mise dans tous ses états puis elle est revenue finalement complètement stressée à la maison. Un examen, les tests, hein, ça aussi, on sait que ça peut être anxiogène pour certaines personnes, puis d'autres pourraient trouver ça complètement stimulant et amusant. Moi, je sais que j'aimais beaucoup, beaucoup les examens quand j'étais à l'école. L'hôpital! Il y en a que c'est stressant, ça fait peur, ça inquiète, hein, parce que normalement, tu ne vas pas à l'hôpital quand tu es en santé. Moi, je sais que la semaine passée, j'ai eu une grosse infection qui m'a demandé des
je vais le dire, là, ça s'en vient, des antibiotiques intraveineuses. Donc, j'ai passé 5 nuits d'affilée là, dans le bloc à l'urgence et j'ai trouvé ça super agréable parce que là, je revoyais les mêmes visages, j'entendais un peu comment ça fonctionnait avec les médecins, les infirmiers, tous les intervenants. Donc, j'avais vraiment l'impression d'assister à un show. Et quand ma dernière journée est arrivée puis que mon congé d'hôpital m'a été donné, j'étais un petit peu déçue. Je trouvais ça vraiment bien comme milieu, puis je trouvais vraiment que les professionnels étaient très empathiques, très humains et très à l'écoute, là, puis qu'il n'y avait pas des cas faciles non plus. Le clown! Hein, là, vous trouvez, hein, j'en prends des exemples, mais c'est important que je vous montre que c'est pas ce qu'on voit, ce qu'on touche, ce qui est à l'extérieur de nous qui nous crée nos réactions, parce que sinon, on aurait toutes la même réaction. L'eau aussi, hein, quelqu'un qui a peur qui ne sait pas nager, ben, il va sûrement avoir peur des plans d'eau. Donc, d'autres personnes vont trouver que c'est vraiment agréable parce que ce sont comme des petits poissons dans l'eau. Donc, ce que nous observons, hein, les 9 exemples que je vous ai donnés, est la preuve de l'existence de 2 réalités dans la vie de tous les êtres humains. Et ça, c'est crucial de s'en rendre compte. Il n'y en a pas juste une. S'il y avait juste une réalité, on aurait la réaction et les émotions pareilles. Hein? On voit le même clown, ben, on a tous la même réaction. Étant donné que ce n'est pas ça, pour que ça soit scientifiquement explicable, c'est qu'il y a 2 réalités et je vais vous les présenter. Il y a la réalité objective, celle qui est vérifiable par les 5 sens. Hein, c'est là qu'on fait, qu'on a ce qu'on fait, là, le travail. Est-ce que là, je suis en train de coudre ou que je suis en train de marcher ou est-ce que je suis à un cours? Les actions qu'on pose. L'avoir, qu'est-ce qu'on a? Est-ce que moi, je suis habillée, je suis pas en pyjama? J'ai un chien, j'ai une maison, j'ai un emploi, j'ai une famille, j'ai un copain. Bon, tout ce qu'on a dans notre vie et le paraître, de quoi qu'on a l'air, l'image qu'on projette, l'image que les autres perçoivent de nous, ça fait toute partie de ce qu'on appelle la réalité objective. Elle est la même pour toutes les personnes se trouvant au même endroit et au même moment. Et ça concerne la réalité objective, les dimensions physiques, psychologiques, spirituelles et énergétiques de l'être humain. Et ça concerne, comme je le disais, le travail, les relations, les amis, les loisirs, le projet, les réalisations, etc. Comme là, par exemple, la photo représente la réalité objective. Hein? C'est une journée ensoleillée, puis un garçon, une fille et probablement la mère qui font la pause avec un chat et un chien. Et là, je vais vous demander de vous référer à la partie 3 de votre questionnaire du module 1. J'ai fait un lapsus, je voulais plutôt référer à la partie 2 du questionnaire qui se ramenait à si mon rêve se réalisait. Et ce qui est intéressant, c'est que la partie qui demandait de décrire la situation rêvée, réfère justement à la réalité objective. Il va y avoir des objets, il va y avoir des actions, on va avoir l'air de quelque chose dans cette situation-là dans laquelle on se projette. Mais on ne sait pas hein, si on va l'atteindre. On ne sait jamais si notre idéal va se réaliser dans notre réalité objective. On ne sait jamais si la vie ne va pas contrecarrer nos plans avec une tornade, des imprévus, une guerre, une mortalité. Donc, la situation rêvée, c'est un objectif à atteindre, mais on n'est jamais certain qu'on va avoir le contrôle sur cette réalité-là objective. La réalité subjective, quant à elle, concerne nos dimensions affectives, cognitives et émotionnelles de l'être humain et elle est différente pour chaque personne qui se situe au même endroit et au même moment. Et ça concerne aussi les sentiments. Puis les sentiments, je vous donne tout de suite la définition. Un sentiment, c'est le résultat du discours mental d'une personne dans le temps. Donc, si le discours mental est agréable, les sentiments vont être agréables, mais si le discours mental est nuisible et négatif, bien, la personne va expérimenter au fil du temps des sentiments négatifs. Ici, si je reprends la photo de tantôt, bien là, c'est qu'est-ce que chacune des personnes est en train de se dire pendant qu'elle prend la pause, hein, parce que c'est pas parce qu'on prend une photo qu'il n'y a rien dans notre tête, hein, des fois, on a des choses qui se disent. Peut-être que le petit garçon, il dit « Yeah! » Là, tu vois, il y a de la joie. Là. Le petit cœur, c'est comment la personne se sent. C'est quoi l'émotion qu'elle vit à ce moment-là? Et là, tu vois, il est content parce que là, je mets n'importe quoi dans sa tête, mais ça pourrait être... On ne le sait pas, hein? Tant qu'on ne lui demandera pas, on ne le saura pas. Fait que ça reste des hypothèses, mais pour l'exemple, je vais en poser.
Ça serait oui, je vais avoir une photo avec ma famille, c'est parfait, je vais pouvoir montrer ça à mes enfants quand je vais être plus grand. La petite fille, elle pourrait être choquée parce qu'elle se dit ah, ils m'ont mis dans le milieu, je suis pas je suis pas mise en valeur, j'aurais aimé mieux être du côté droit, c'est toujours mon frère qui décide. C'est pas juste. La mère, elle pourrait être complètement dans les sentiments amoureux parce que la personne qui prend les photos, c'est sa nouvelle flamme et elle le trouve donc bien gentil de prendre du temps pour prendre cette belle photo-là de famille. Le chien, lui, il pourrait être super triste parce qu'il se dit merde, j'avais trouvé un écureuil roux, là, puis j'allais réussir à l'attraper, puis là, ils m'ont appelé pour prendre cette stupide photo-là. J'en aurais plus des écureuils roux là, de la journée, c'est vraiment rare, puis là, ben, j'étais chanceux d'en trouver. Puis le chat, ben, il pourrait être, tu vois, là, c'est de la peur. Ben, peut-être qu'il est en train de se dire, ben là, vas-tu me lâcher la gorge, là, je vais arrêter de respirer bientôt si elle fait pas quelque chose s'il n'y a pas quelque chose qui se passe. Bon, je me suis amusée à mettre des idées dans leur tête, mais c'est pour vous montrer que la réalité subjective, on ne sait pas. C'est pas perceptible. À moins qu'on ait des dons de télépathie, on ne peut pas savoir ce que l'autre ressent ou ce que l'autre pense, à moins qu'il vous le partage, en fait. Et là, je vais vous inviter à vous référer à la partie 3 du questionnaire du module 1. Lapsus un jour, lapsus toujours. On est toujours dans la partie 2 du questionnaire. Et là, on est à la colonne « Comment je me sentirais et qu'est-ce que je me dirais dans cette situation? » Si ma situation rêvée se concrétisait, comment je me sentirais? Qu'est-ce que je serais en train de me dire? Et là, vos réponses... Autant les situations rêvées peuvent se décliner en multiples hypothèses. Je vais être champion de course automobile ou je vais être un chirurgien bien reconnu ou je vais avoir une petite maison toute coquette sur le bord de l'eau en Nouvelle-Angleterre. Ça peut tout être des situations différentes, mais si vous regardez dans comment je me sentirais, qu'est-ce que je me dirais, vous allez voir que normalement, c'est tout positif. Je me sentirais bien, je serais fière, je serais relax. Ça serait toutes des descriptions de ce qu'on pourrait espérer du bien-être ou du bonheur. Parce que je connais personne, depuis que je fais cet exercice-là, qui me disent « Hey, moi, je rêve là d'être sur le bord de la plage puis d'avoir bien du soleil, mais je vais me sentir frustrée tout le temps. Je vais vouloir arracher la tête à tout le monde puis je vais avoir mal au ventre, mal dans le dos puis je vais vraiment me demander pourquoi je suis sur la terre. » OK? C'est un exemple, mais j'ai jamais vu ça. Fait que vous allez voir qu'on se rejoint toutes à la même place. Dans notre situation rêvée, on se sent bien, on est heureux, on est épanoui, on a l'impression d'être sur notre X, on n'est pas stressé, etc., etc., etc. Donc, la réalité subjective, au niveau du sentiment, dans notre idéal de vie, elle est agréable, positive, et on s'y sent bien. On est rendu au mythe 2, selon lequel le bonheur se trouve dans ma réalité objective. Donc, le bonheur est à l'extérieur. Et là, je me sers de l'image de tantôt pour vous aider dans votre compréhension. Donc, à gauche, on a la réalité objective. Dans ce cas-ci, la réalité, c'est « il pleut ». Et à droite, on a la réalité subjective. Donc, qu'est-ce que les personnes se disent par rapport à la réalité qui est la leur à l'extérieur. La réalité objective, on a souvent peu ou pas de pouvoir dessus. La preuve, c'est que c'est pas moi qui décide s'il va se mettre à pleuvoir ou pas. J'ai beau être prête avec mon maillot, mon sac pour aller me baigner, il fait un super soleil, puis là, j'ouvre la porte patio, puis il y a un orage. C'est clairement pas moi qui a décidé qu'il y aurait un orage, puis je peux pas faire grand-chose, quand bien même que je bouderais toute la journée devant ma porte. L'orage va pas partir. Donc, la réalité objective, c'est celle qu'on contrôle très peu et qui nous impose un peu ses aléas et ses défis. La réalité subjective, elle, on a 100% du pouvoir dessus parce qu'elle dépend de qu'est-ce qu'on va décider de se raconter dans notre tête, qu'est-ce qu'on va décider de croire, de penser par rapport à la vie, par rapport aux défis qu'on rencontre, par rapport aux expériences qu'on vit. Alors, pourquoi est-ce que c'est pas ce que je ressens? Pourquoi est-ce que si, justement, j'ai 100% de pouvoir sur ma réalité subjective, puis que des sentiments positifs, c'est quand je suis heureuse, comment ça se fait que si j'ai le contrôle, c'est pas ça que j'expérimente, puis que ça m'arrive de me lever le matin
en disant « Ah, ça va être long, c'est lourd » ou « Je ne sais pas pourquoi je me lève » ou découragé, triste, déprimé, stressé. Ça, c'est pas des sentiments positifs du bonheur. Bien, c'est à cause du discours mental nuisible qu'on a appris inconsciemment à nourrir. OK? C'est que oui, on a une réalité subjective, oui, on a 100% du contrôle, mais on n'a pas appris à l'exercer, ce contrôle-là. On n'a pas appris à discerner qu'est-ce qu'on se dit, parce que la plupart du temps, notre discours mental reste inconscient. On ne se lève pas le matin en se disant « Hey, là, aujourd'hui, j'aimerais bien ça me déprimer. » Ou « J'aimerais ça vivre du découragement. » Donc, on est plutôt assujetti à nos habitudes. Donc, c'est pour ça que c'est important de développer notre autonomie affective pour justement l'exercer, ce contrôle-là qui nous est offert par notre constitution, par notre nature qu'on reçoit à la naissance. Donc là, je vais vous demander de vous référer à la partie 3 du questionnaire du module 1. Et c'est le temps de sortir votre surligneur parce que je vais vous demander de parcourir la liste des 40 habitudes mentales irrationnelles qu'on appelle celles qui nous sabotent notre bonheur dans le moment présent. Et je vous invite à aller voir lesquelles vous reconnaissez avoir, que vous savez qu'elles vous nuisent un peu, beaucoup, pas passionnément, là, mais soufframment, durement, dans votre quotidien et dans les différents secteurs de votre vie. OK? Est-ce que vous ressentez des fois, par exemple, la culpabilité? Est-ce que vous savez que vous avez l'habitude de prendre personnel? Est-ce que vous vivez des regrets? Bon, donc parcourez cette liste-là. Et c'est un des objectifs de l'autonomie affective, c'est de vous montrer comment vous départir de ces habitudes mentales-là pour ne plus en souffrir, pour qu'enfin vous puissiez, sans changer de réalité objective ou sans attendre que votre idéal arrive, que vous puissiez déjà expérimenter des sentiments positifs qui sont habituellement associés au bonheur.